Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des barbaries. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, au programme ce soir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Émergence, donc qui va démarrer une tournée en France. Nous allons regarder, porter un regard sur la semaine et sur les semaines écoulées. Et puis, après cela, nous allons consacrer le cœur de l'émission aux affrontements, notamment à l'article publié par Philippe Arnaud sur le blog d'El Diablo, après les affrontements de bandes rivales dans l'Essonne, et se poser la question, est-ce que c'était mieux avant, hein? Parce que c'était un peu l'interrogation qu'il posait, et nous allons essayer de regarder ça un petit peu. Et puis nous finirons, comme à l'accoutumée, par un hommage à des victimes des barbaries. Mais comme à l'accoutumée, nous allons commencer l'émission par une maxime de Gaston Courtois, qu'il a emprunté, je crois, à un autre auteur cette fois-ci. Alors, comme j'ai toujours plus de choses à faire que de temps pour les faire, et que cette vue me préoccupe et m'entraîne, je ne considérerai plus les choses que j'ai à faire, mais le temps que j'ai à employer. Je l'emploierai sans rien perdre, en commençant par les choses les plus importantes, et pour celles qui ne seront pas faites, je ne m'en inquiéterai pas. Eh bien, voilà, je pense, une bonne devise que tout chef et que toute autre personne même peut prendre à son compte, puisque, bien évidemment, on a toujours beaucoup de choses à faire, surtout si on a des responsabilités. Eh bien, on ne peut pas de toute façon se démultiplier, et il ne sert à rien de se rendre malade et sur ce qu'on ne peut pas faire. On fait les choses les plus importantes en premier. Je pense que c'est une question d'ordonnancement et de priorité, de gestion des priorités. Voilà, donc ça c'est assez important. Et tout dirigeant, et on dirige forcément toujours quelque chose, eh bien c'est les choses qu'il faut mettre en bon ordre, je dirais. Voilà. Et l'ordre, c'est le moyen justement d'être bien dans sa vie et de ne pas justement se retrouver dans de mauvaises situations. Alors, ceci étant dit, nous allons poursuivre et rentrer dans une partie de cœur de l'émission. Bon, émergence, donc changer le système. L'idée, c'est vraiment ça. Et pour changer le système, ce que nous proposons, c'est de changer la Constitution. Parce que pour changer le système, il n'y a pas d'autre moyen. Ce système est à bout de souffle. Et eh bien, pour changer le système, eh bien, nous allons commencer une tournée fin mars, début avril, si tout va bien. Donc, MPCR à la rencontre des Français, une tournée donc dans toute la France, sur les marchés, à rencontrer des associations, sur les campus universitaires, etc., pour justement populariser et donner de la visibilité et montrer qu'il y a un espoir qui est possible malgré, je dirais, le marasme actuel. Donc, si vous souhaitez que je vienne vous rendre visite, eh bien, n'hésitez pas à solliciter une visite par email. Ça sera l'occasion justement de découvrir les manifestes émergence, qui sont justement les manifestes qui sont là, qui sont la base pour réorienter la démocratie, échapper à la barbarie et ouvrir un avenir. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'être optimiste et d'essayer de construire un rebond civilisationnel. Donc ça passe par le livret cœur que j'appellerais Émergence, qui donne la stratégie, en particulier pour 2022, au travers de l'élection présidentielle.
mais c'est pour ça que c'est le livre à lire, à partager, mais aussi Émergence idéologique, qui donne un fond idéologique et une base, une assise importante pour dire, oui, mais ça tient la route d'un point de vue idéologique, d'un point de vue théorique, si on peut dire, la démarche d'une perspective de la 6e République. Et puis il y aura très prochainement le manifeste spirituel qui va être également édité. Donc commandez ces livres et achetez-les lors de notre tournée. Les dates vous seront communiquées, on est encore en train de mettre ça au point. Changer le système, vous pouvez le faire d'ores et déjà, et c'est très simple, bien en commandant également les mini-cartes que vous pouvez diffuser autour de vous. C'est des cartes au format carte de visite, hein, donc c'est très simple. Voilà, c'est des cartes comme ça, vous pouvez en distribuer autour de vous. Les cartes sont à un tarif tout à fait modique, je crois que c'est 7 centimes par carte, vous voyez, hein. Vous pouvez en commander une centaine, et pour, je ne sais plus, c'est 6 € si vous en commandez une centaine. Eh bien, avec frais de port inclus, eh bien, vous pouvez populariser et dire, oui, un avenir est possible et un rebond est possible. Donc, c'est facile à faire, c'est sans risque, et puis ça permet de discuter autour de vous et de faire quelque chose, parce que être dans la complainte, comme j'entends plein de gens qui sont dans la complainte, c'est un peu les complaineurs médiatiques, j'ai rien contre eux, mais c'est un peu Michel Onfray, ça va être Éric Zemmour, ça va être tous ces gens-là qui se plaignent, ou Finkielkraut, ou plein d'autres, qui disent oui, ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais les solutions et la vision pour s'en sortir, ils n'en offrent pas. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'on les laisse s'exprimer dans les médias. S'ils avaient une vision, s'ils avaient une perspective, croyez-moi qu'on les empêcherait sans doute de s'exprimer dans les médias. Tant qu'en fait, ils dépriment les gens, ça va, quoi. Ce qu'il faut, c'est donner un avenir, c'est donner un espoir. Eh bien, l'optique d'une perspective de la 6e République, c'est tout simplement ça. On vous invite également à participer à la consultation, au questionnaire qui est disponible pour le plan d'urgence, donc choisir les mesures à mettre en œuvre en parallèle de la Constitution en urgence, les besoins pour répondre aux besoins et aux attentes les plus urgentes des Français. Une dizaine de mesures, à vous de les choisir. Vous allez sur le site, vous avez l'adresse là, et bien c'est une consultation citoyenne. Participez. C'est vraiment le moment de participer. Voilà, donc voici l'adresse, et si vous allez sur le site, il y a un lien direct, voilà, il n'y a pas de problème. Passez à l'action, voilà, c'est tout. Hein. Rien ne sera possible sans une mobilisation des Français. Je vois beaucoup de gens sur les groupes, etc., qui disent « oui, il faut faire quelque chose ». Bien là, vous avez l'opportunité de le faire concrètement. Il y a différentes choses, avec différents niveaux d'engagement. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut rien faire, on peut faire. Voilà. Et dans l'optimisme, et pas dans la complainte, et pas dans les choses qui nous vont nous précipiter plus vite encore dans la guerre civile. Donc voilà le message que je voulais vous passer ce soir à ce sujet-là. Alors, regard sur la semaine. Un premier regard. Oui, je tousse un peu. C'est vraiment de circonstances. Pandémie Covid-19, là, c'est là pour durer. Hein. Ça, je vous le dis et je vous le répète. J'ai dit depuis le début, et il y aura des variants, ça va continuer, il y a un réservoir énorme, voilà. Même si là, l'épidémie est plus ou moins sous contrôle, mais l'épidémie, elle est là pour durer. Hein. On est sur un plateau, et puis ce plateau, il va rester longtemps. Et on est sur un plateau parce qu'on prend plein de mesures. Hein. Sinon, ça serait la dérive, quoi. Près de 2000 morts cette semaine, quand même, hein. Donc sur ces 7 derniers jours, donc en légère baisse, mais on est toujours à peu près autour des 2000. Donc voilà la situation en France. Les vaccins, vous voyez, attention aux effets secondaires. Hein. Sur les vaccins ARN messagers, voilà, on a peu de recul, donc voilà, hein, chacun est grand. Moi, je dis, les gens doivent se responsabiliser. Si vous voulez être pour le vaccin et que vous voulez vous vacciner, faites-le. Si vous ne voulez pas vous vacciner, voilà, je dirais c'est le choix, c'est un choix qui vous appartient. Et c'est ça la responsabilité citoyenne. Et c'est ça, ce à quoi on y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, c'est vraiment à ça qu'il faut appeler.
il y a un autre truc également, c'est que ce qui est assez amusant, c'est que le vaccin Sputnik 5 ou Sputnik V est entravé, et notamment il y a des excuses qui ont été faites, qui ont été demandées par ceux qui fabriquent ce vaccin, qui est quand même utilisé dans pas mal dans le monde, et y compris dans certains pays de l'Union européenne qui n'ont pas de dose de vaccin. C'est un fiasco complet de l'Union européenne, comme d'habitude. Mais il y a, y compris des demandes d'excuses en fait à l'agence, parce qu'il y a la chef de l'agence européenne du médicament qui a dit que c'était la roulette russe Sputnik V, donc c'est quand même assez, pour une représentante comme ça, c'est assez grave. Or, en fait, tout ça, et parallèlement, il y a aussi le refus de l'ouverture des brevets, puisqu'on pourrait dire, il faudrait aussi que ces vaccins, ils profitent quand même au plus grand nombre. Ça serait l'intérêt général, en plus. Et donc, eh bien, la priorité, alors c'est pareil, si on souhaite se faire vacciner, la priorité, c'est le marché, en fait, pour eux. C'est les brevets, on n'y touche pas, et ceux qui viennent, les vaccins, éventuels vaccins qui viendraient d'autres pays, qui sont pas, dont on ne touche pas les subsides, parce qu'en clair, c'est ça que ça veut dire, on n'est pas dans le bon lobby. Si on n'est pas dans le bon lobby, et ben là, on les casse, et l'agence européenne du médicament s'en occupe. Donc voilà par qui nous sommes gouvernés. Alors, toujours sur le même sujet, mais là, on bascule plus encore dans le politique, puisque là, c'est l'histoire du passeport de santé dont parle, qui est dans l'air depuis un moment. Et voilà, alors, ils ont trouvé une astuce en France, là, ça serait de passer par un QR code. Alors, je vous invite à regarder, notamment, j'ai mis le lien là-haut, là. C'est pas ma coutume, mais bon, ça m'arrive de temps en temps de mettre un autre homme politique s'il a fait une bonne vidéo, il n'y a pas de problème. Le but, de toute façon, c'est de rassembler les Français au-delà des clivages politiques. Je crois que j'avais déjà cité une fois Mélenchon, je crois qu'il avait fait une très bonne intervention à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est le tour de Nicolas Dupont-Aignan qui a fait une excellente vidéo justement sur ce passeport vaccinal et cette ineptie du QR code, parce que nous allons voir, en fait, c'est la méthode chinoise, c'est la méthode du laisser-passer. Et donc, vous êtes obligé d'avoir l'application Covid machin là, et de scanner le QR code. C'est-à-dire qu'on peut vous tracer partout, tout le temps, quoi. C'est le laisser-passer vert, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'Ausweis, le laisser-passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous pourrez même plus circuler dans votre propre pays comme vous le voulez. Voilà. C'est une prolongation en fait de l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence permanent, quoi. Traçage des citoyens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous tracer dans toutes vos activités. Et donc c'est une restriction des libertés. Pour ceux qui n'accepteraient pas le vaccin, par exemple, ils ne pourraient plus vivre normalement. Or que tout ça, c'est complètement inutile. Puisque les gens qui veulent se faire vacciner, ils n'ont pas besoin de ça, puisqu'ils savent qu'ils sont protégés. Vous voyez ? Donc, c'est juste, là, et j'en appelle au principe de responsabilité. C'est-à-dire que si les gens sont responsables, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'entraver les libertés. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui vont dans les restaurants, et s'ils attrapent le virus, je dirais, ils prennent leurs responsabilités. C'est ça, prendre ses responsabilités. Et les gens qui disent, je préfère être vacciné avant d'aller au restaurant, ou je ne sais pas, eh bien, eux, ils sont protégés, puisqu'ils ont le vaccin, enfin voilà, si le vaccin fonctionne, etc., etc. Bon. Eh bien, et donc, il n'y a aucun problème. Donc c'est complètement inutile. C'est-à-dire qu'on détruit les libertés pour absolument rien. Quand on est un citoyen, on est quelqu'un de responsable. On n'est pas des enfants. On n'est pas des gens qui sont là à attendre que tout nous vienne d'en haut. Voilà toute la différence. Et c'est ça être citoyen. Tout simplement. Donc ça, c'est complètement inutile et c'est quelque chose qui, en fait, n'a que des effets délétères dans tous les domaines. Et ça divise les Français. Alors ça, c'est leur Graal, de toute façon. Voilà, donc il y a deux liens là-haut. Je vous invite à regarder la vidéo et puis à voir l'article de la dépêche là, qui est assez intéressant. Oui, et également. Je crois qu'on peut peut-être le montrer
peut-être l'article de des puces, voilà, hein, c'est la méthode chinoise, hein, comme ils disent, hein, le QR code. Et Passeport Santé, la méthode chinoise face au Covid-19. Voilà, c'est ce que veulent mettre en place voilà, donc cet article est assez intéressant. Voilà. Alors, faut avoir un téléphone portable, etc., etc., etc. Vous voyez, en plus, vous êtes complètement tracé, quoi. C'est la fin totale de la liberté des personnes. Alors, autre sujet important, l'islamisation de la France. Alors, il y a eu, pourquoi je parle de ce sujet? C'est parce que cette semaine, il y a eu Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur général de l'éducation nationale, qui a été auditionné par le Sénat, dans le cadre de la loi sur ce qu'appelle le séparatisme. Hein, et donc, cette personne avait déjà été avait participé à un rapport déjà dans les années 2000, début des années 2000, où ce rapport a été complètement mis sous le boisseau par, à l'époque, François Fillon, qui était ministre de l'Éducation, moi je crois même avant les années 2000, mais même la fin des années 90. Voilà. Et en fait, on se cache sur le fait que, et qu'est-ce qu'il dit? L'école est menacée par l'islamisme et des atteintes croissantes à la laïcité qui se multiplient. Vous savez ce que je pense de tout ça, et on va avoir d'ailleurs un témoignage, là, si vous voulez, d'un professeur de philosophie pour illustrer justement ce que dit Jean-Pierre Aubin. Alors, j'espère qu'on va bien l'entendre. Écoutez bien, parce que la voix a été déformée sciemment pour pas qu'on puisse reconnaître cette personne. Vous voyez dans quel monde on est arrivé? On est arrivé dans le monde de l'omerta, et c'est un professeur de philosophie, donc tendez l'oreille parce que la voix est déformée. Toute la culture, si vous voulez, la culture des années 60, etc., elle a totalement disparu. En tout cas, chez ces jeunes-là, ils sont totalement ignorants. Eux, leur culture, c'est le Coran, c'est la mosquée du coin, c'est l'imam qui a dit ceci, cela. Mais quand on leur parle de Marx, c'est comme si on leur parlait d'un truc qui se passe sur la planète Mars, quoi. C'était parler de Freud aussi, ou de Nietzsche. C'est qui Freud, c'est qui ce mec, d'où il sort, voilà. Nietzsche, je vous en parle même pas. Donc alors voilà, on marche sur des œufs. Alors c'est quand même des auteurs du programme, c'est des auteurs, on va dire classiques, hein, voilà. Donc on peut de moins en moins parler de ces auteurs-là, en vérité. Donc de quoi on parle finalement? Alors ils veulent m'amener sur leur terrain, c'est-à-dire la théologie, que dit le Coran, dans le Coran il y a ceci. Alors en plus, c'est vrai qu'ils me prennent un peu en défaut parce que bon, moi c'est pas ma culture. J'ai essayé de faire une session de rattrapage, hein, je me suis mis comme tout le monde, j'ai lu le Coran, j'ai lu des commentateurs, j'essaye de m'informer, tout ça, mais bon, à la base c'est pas ma culture, je suis pas non plus théologien, je suis pas spécialiste, donc certains sont quand même assez calés, donc du coup on est un peu dans un... C'est un peu, moi j'ai ma culture, vous avez votre culture, et puis on est un peu face à face, quoi. Voilà. Voilà la situation donc, qui illustre simplement ce que dit Jean-Pierre Aubin. Donc, c'est pas un fantasme. Quand il y a plein de remontées comme ça, et des remontées qui datent de plus de 10 ans, presque de 20 ans, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est une stratégie à long terme des frères musulmans, c'est une idéologie, et c'est une idéologie vraiment dangereuse. On voit bien dans les pays qui sont à majorité, où cette idéologie s'impose, les défaits, les dégâts que ça peut faire. La question que je pose, c'est que veut-on pour la France? Est-ce que c'est d'aller vers ces modèles de société qu'on veut pour la France pour demain? Est-ce qu'on veut être dans une société multiculturelle comme la Syrie ou l'Irak, où les gens, eh bien, vous voyez comment ils se trucident tous comme ça, et comment les gens sont assassinés? C'est ça qu'on veut pour demain, pour la France? Je vous le dis très clairement, il faut bouger maintenant, les Français. C'est maintenant, c'est pas dans un an. C'est, si on veut qu'il y ait une alternative maintenant pour 2022, c'est maintenant qu'il faut bouger. Ça fait plusieurs mois que je le dis. Au mois de juin, ce sera trop tard. Au mois de juin, il sera trop tard pour rassembler les forces, pour avoir 500 signatures, pour changer la donne en 2022. Si vous ne vous mobilisez pas maintenant, là, c'est pas dans une semaine ou dans... C'est maintenant qu'il faut le faire. Et la seule chose qui pourra le faire, c'est une perspective de la 6ème République, parce que c'est pas parce qu'on est, c'est parce que ce qu'on défend, c'est parce que c'est le seul qui donne un avenir, qui propose un rebond civilisationnel.
Parce que la société, notre société se délite. Et c'est aussi pour ça, vous voyez là, ces femmes, c'est des jeunes femmes. Ce sont des jeunes femmes qui sont dans l'islam et dans les convertis, etc. Qui adhèrent à cette idéologie. Parce qu'ils voient bien quoi? Ils voient bien que notre société est en train de s'effondrer. Si vous proposez simplement des solutions souverainistes, des solutions défensives, vous n'arriverez à rien. Il faut des solutions offensives, des solutions qui vont de l'avant et qui donnent un espoir et qui fassent un creuset français. Ces gens-là, il faut leur dire, mais regardez, on va vous proposer quelque chose de bien mieux que ce que racontait un gars dans le désert il y a 14 siècles. Normalement, on a un boulevard, si on le sait le faire. Eh bien, moi, c'est ce que je vous propose. Réveillez-vous. Maintenant. C'est foutu après. Ou alors on croit qu'on est foutu, on est un cynique, etc. Ça, j'en croise de temps à autre. C'est des gens qui n'aiment pas leurs enfants. Vous n'aimez pas vos enfants? Mais, alors il y en a qui n'en font pas hein, pour ça, hein, d'ailleurs. Quelle démission. Alors, continuons. Un peu dans la même veine, c'est par rapport aux libertés. Voilà ce que dit un professeur, de nouveau un professeur de philosophie, à Sciences Po. Non, lui c'est un professeur de langue, en l'occurrence. Mais bon, c'est un professeur à Sciences Po. Accusé d'islamophobie, ce professeur se défend. Mais voilà, quand les Français vont-ils se réveiller? Vous croyez que c'est la liberté quand vous voyez tous ces fantômes alignés les uns contre les autres? C'est pas ça la liberté. Ça, je vous dis, c'est sûr, c'est pas ça la liberté. C'est ça que vous voulez pour la France? À vous de voir. À vous d'agir. Alors, on change de sujet, pour le coup, complètement. Toujours un regard sur la semaine. Olivier Dassault, donc famille Dassault, hein, des avionneurs français, qui ont fait les Falcon, le Rafale, les Mirage, etc., est mort dans un crash d'hélicoptère, là, dans ces jours derniers. Cela intervient dans une époque, dans un moment où le SCAF, donc, qui est censé être le futur avion, un système de défense aérien avec un avion, etc., construit notamment avec les Allemands et les Espagnols. Mais il y a du tirage, les Allemands, visiblement, ils tirent, ils essayent de s'appuyer sur les Espagnols pour mettre la France en difficulté dans ce projet. Et le PDG de Dassault Aviation dit, dans le même temps, hein, vous voyez, tout ça, ça se passe dans le même temps, le PDG de Dassault Aviation rappelle que la France peut faire un avion de combat sol, et évoque effectivement un plan B, puisqu'on a réussi à en faire jusqu'ici des avions, on a réussi à en faire. Vous voyez? Et puis, Dassault, par ailleurs, sur un autre projet, au niveau européen, s'étonne que Dassault ait écarté du projet franco-allemand d'avion de patrouille maritime. Un autre projet. Je rappellerai, ça évoque aussi Christophe de Margerie, qui est décédé dans un accident d'avion en Russie, or qu'il travaillait justement à un très gros projet d'extraction, alors de gaz et de pétrole, je crois, et qu'il a été beaucoup investi maintenant. Moi, ça m'interroge. Quand je vois ça, je me dis, moi, ça m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre quand même, non? Autre sujet quand même qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'un peu relatif à ça, c'est pourquoi l'armée européenne, on vous parle sans arrêt de construction européenne, etc., pourquoi l'armée européenne ne se fera pas? Elle se fera, je ne veux pas dire jamais, mais c'est pas demain la veille en tout cas. Premièrement, parce qu'il y a l'OTAN. Et l'OTAN, c'est les USA, et les USA n'ont aucune envie qu'il y ait une autre puissance militaire qui se construise en Europe.
Ils ont le chapeau, ils ont leurs petits sbires qui sont là à leurs ordres. Ils n'ont aucune envie d'avoir une autre puissance qui se mette en œuvre. Donc tant qu'il y aura l'OTAN, de toute façon, les États-Unis torpilleront. Ça, c'est déjà un gros élément. Et le deuxième élément, au moins aussi important, c'est que l'Allemagne, pour un tel projet d'armée européenne, ne sera d'accord qu'à une seule condition. On le voit bien au travers de ces accords industriels. C'est que ça soit elle qui commande. Comme pour le reste. Donc ça, je veux dire, c'est pas demain la veille. Sauf, évidemment, si la France s'effondre, et là, on n'en est pas très loin, parce qu'avec le Covid, avec tout ce qui se passe, l'effondrement de notre industrie, etc., croyez-moi que la France, et puis bon, toute la barbarie qui monte dans notre pays, on est vraiment en première ligne, on est le maillon faible, je dirais, de tous ces pays. Voilà. Il est encore temps de réagir. Mais l'horloge tourne, hein. Tic-tac, tic-tac. Hein. Alors, maintenant, on va regarder le sujet principal d'aujourd'hui. Donc, suite aux affrontements entre bandes rivales dans l'Essonne et aux événements, et à l'article de blog de Philippe Arnaud, qui est un ami du monde diplomatique. Hein. Donc, il a fait un bulletin de blog que j'ai jugé assez intéressant et qui pose la question, c'était mieux avant. Et donc, on va voir si c'est pertinent dans ce cas-là. En gros, il dit, bah non, c'était pas mieux avant. Hein. Je dis en deux mots. Eh bien, nous allons voir ici ce qu'il faut en penser. Vous savez que nous, on ne dit pas que c'était mieux avant. Hein. Moi, je ne suis pas dans le passéisme, je ne suis pas dans la réaction. Le passé ne reviendra pas. Ce qui compte, c'est de tracer un avenir, une nouvelle perspective. C'est ça qui compte, un espoir. Et ce n'est pas avec le passé que vous allez tracer un espoir. Il faut s'appuyer sur le passé. Ça, par contre, ça, oui, ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas construire un avenir si on ne s'appuie pas sur ces deux jambes, et notamment sur ce que le passé nous a instruit et nous a construit. Pardon. Alors, quelques rappels déjà, hein, la base avant de rentrer dedans. Donc, en juillet dernier, rixe géante de 200 jeunes à Versailles. 200, à Versailles. Ça vous donne une idée de la situation française, quand même. Mais continuons de nous cacher les yeux. Continuez. Mais c'est pas bon. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, une adolescente, également, qui a été tuée à coups de couteau, dans l'Essonne, justement, dans une rixe entre bandes. Donc, on est dans cette guerre des bandes. Toujours existé, il y a toujours eu des bandes et tout ça, faut pas croire. Mais là, on tue à coups de couteau une adolescente de 14 ans, une fille, une jeune fille. Un adolescent mort également dans une nouvelle rixe entre bandes rivales dans le 91. C'est arrivé à 2 reprises, pardon. Là, au mois de mars, là ça c'était en février, là au mois de mars, deux adolescents dans un état préoccupant ont été hospitalisés, dont un est entre la vie et la mort. Voilà. Voilà la situation. Ah, puis je pense que on est loin de connaître tout et de savoir tout. Christophe Colomb, Bernard Collomb, enfin, je ne me rappelle plus de son prénom, qui avait démissionné de son poste de ministère de l'Intérieur, qui lui a toutes les informations. S'il a démissionné, c'est pas pour rien. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il reste 5 ans. Hein. Il reste 5 ans. Quand il a démissionné, c'est il y a 3 ans quand même déjà. Hein. 2022, c'est la dernière échéance. La dernière échéance. Si on bascule 2022, on va plonger dans la barbarie d'une manière... Enfin, on est déjà dedans, hein. Soyons clairs. Le Covid, on est déjà... Enfin, on voit bien tout ce qui se passe. On est déjà dedans. Mais on va plonger, il va y avoir une... Hop, tchouk. Ça va s'infléchir sérieusement. Il y a du travail, il faut le faire. Alors, par rapport à Philippe Arnaud, que je ne connais pas, hein, donc,
en préambule, vraiment, il n'y a aucune animosité dans mes propos à son égard, hein, pas du tout. C'est juste une analyse de ce qu'il dit, et de voir justement, c'est intéressant de voir ce qu'il dit, et de voir ce qu'on peut en tirer comme conclusion, et qu'est-ce qu'on peut tracer comme perspective derrière. Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est de tracer une perspective. De nous en sortir, mais de nous en sortir par le haut, tant que c'est encore possible. Donc il n'y a aucune animosité dans mes propos, bon, même s'il y a quelques critiques, fatalement, sinon je n'aurais pas pris cet article en exemple. Alors, déjà, il commence en disant, donc au cours de ces affrontements, 2 adolescents de 14 ans ont été tués. Et ce qui est encore plus navrant, j'ai mis en jaune, est d'apprendre que les meurtriers avaient le même âge. Mais non, non, je suis désolé. Le plus navrant, c'est que 2 adolescents soient morts. C'est ça le plus navrant. Pour moi, ça veut dire qu'on a déjà perdu un petit peu des valeurs. C'est pas le plus navrant, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont mortes. Vous voyez, on a inversé. Tout est mis à l'envers. On raisonne à l'envers. Et ça m'a vraiment choqué. C'est choquant, non. Ce qui est le plus navrant, c'est que 2 adolescents soient morts. C'est pas que les 2 autres aient le même âge, c'est navrant et ça aussi, mais ce n'est pas le plus navrant. Alors, après, il est révélateur que les journalistes n'aient à aucun moment opéré les rapprochements avec les politiques néolibérales imposées depuis des décennies d'une part, et les conséquences sociales de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis 1 an d'autre part. Ça, c'est tout à fait clair, et là-dessus, je suis en plein accord avec lui. Et d'ailleurs, dans les paragraphes suivants, il développe ça de façon tout à fait convaincante. Mais même, pour moi, le Covid-19, c'est aussi une conséquence des politiques néolibérales. Hein. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à de multiples reprises. Donc, là, je suis d'accord. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Le libéralisme libertaire ce qui est une des branches, le néolibéralisme, il y a comme racine idéologique, c'est le libéralisme libertaire, quand même. Hein. Il y a aussi l'aspect libertaire. Hein. Et on va y venir. Hein. Parce que là, on a tendance à ne regarder que le côté économique. Hein. N'oublions pas les 2 volets de cette idéologie qui l'a rendu possible. Donc, poursuivons. Puis après, donc, Philippe Arnaud nous parle... Alors là, il mélange un petit peu tout, j'en parlerai aussi, mais du stade du Hessel, de la guerre des Malouines, du bon usage, même du bon usage du téléphone. Et là, de nouveau, on saigne un décrochage vis-à-vis du réel, un décalage, où est-ce qu'on va chercher des choses qui, franchement, ne sont pas en rapport, quoi. Tout ça pour dire, bah oui, il y avait aussi de la violence avant. Oui, d'accord, mais c'est un peu bizarre. Et l'usage, sur le bon usage du téléphone, là, on a je sais pas, il y a un problème de raisonnement, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Alors, parce que justement, il s'appuie sur Michel Serres, qui était un philosophe qui est décédé il n'y a pas si longtemps, bon, qui est parfois intéressant. Et donc qui avait fait écrit un petit livre, justement, c'était mieux avant, et qui prenait cette idéologie à rebrousse-poil, justement. Et Serres établit que, décidément non, tout n'était pas mieux avant, loin s'en fallait. Ce qui est sans doute vrai, en partie. Hein. Et notamment, et là on refait encore un mélange, les progrès médicaux, les progrès économiques, la disparition de dictatures, etc. Non, la société française de 2021 n'est pas plus violente que celle de notre enfance. Elle l'est même bien moins. Voilà ce qui est affirmé. Bon, là on est un peu dans... Il y a quand même du mélange, hein, assez clairement, quoi. Donc après ça, il y a une suite. Alors on rentre dans autre chose. Là, on est plus dans les violences plus quotidiennes. Et là, on est déjà un peu plus dans le sujet qui nous préoccupe. Donc une énumération de violences plus ou moins quotidiennes. Et donc la société était loin d'être plus violente que jadis. Elle était même bien moins. Hein.
Et c'est pour cette raison qu'elle supporte de moins en moins la violence. Bon. Il y a une part de vrai là-dedans, nous allons le voir. Mais est-ce que c'est, déjà, sur le fait de supporter moins la violence, mais en apparence, on va voir ça. Mais est-ce que c'est si vrai que c'est moins violent aujourd'hui? Bah, déjà, c'est pas l'avis, notamment d'un criminologue, donc quelqu'un dont c'est quand même un petit peu le métier, d'Alain Bauer, justement, qui lui, enfin, on en a parlé dans des émissions précédentes, et puis bah, je vous invite à rechercher ses œuvres sur Internet. Bah, il n'est pas de cet avis-là. Hein. Déjà, c'est déjà une première chose quand même tout à fait intéressante. Et puis, il y a d'autres violences qui sont incontestables et qui n'existaient pas avant. C'est la violence du confinement, de la restriction des libertés, mais gigantesque. On n'a jamais connu ça. C'est d'une violence enfermée chez soi, c'est-à-dire que la France est devenue une grande prison. Je dis ça, c'est pas d'une extrême violence. Il faut m'expliquer, quoi. Et vous avez intérêt à rentrer, parce que les amendes, 135 €, je sais pas, vous voyez, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ont des revenus de moins de 1000 €, quand vous en enlevez 135 €, vous vous rendrez compte de la violence économique que c'est. Avant, les amendes, c'était 100 francs, enfin des choses comme ça, ou 17 €, ou 13 €. 135 pour la premier niveau. Vous vous rendez compte de la violence que c'est? C'est hallucinant. C'est moins violent, moi, quand même, faut relativiser, hein. Après, il y a la répression des gilets jaunes. Physique. Ce qu'on sait moins, etc. Il y a quand même eu... Je vous invite à regarder des reportages, justement, sur les violences qui ont été commises. Les gens... Bon, on parle... Hein, déjà, il y a eu des morts, il y a eu des estropiés graves, des yeux, des mains, etc. Sans compter les tabassages, les gazages. Se rajoute à ça la violence judiciaire. Où est-ce que des gilets jaunes ont été condamnés à des peines mais, disproportionnées complètement, en comparution immédiate? C'est moins violent, ça? Et puis bon, alors, comme il a évoqué les guerres, mais je rappelle quand même que la France est en guerre permanente. Permanente. Je ne sais pas si c'était le cas avant. En Europe, la guerre en Yougoslavie, c'était pas ailleurs. Hein. En Afrique, c'est en guerre permanente. En Afrique, à différents endroits. Hein. Là, on parle du Maghreb, mais il y a eu la Libye, etc. En Syrie, on bombarde régulièrement. En Irak. La France est en guerre permanente. Moi, je veux bien qu'on n'appelle pas ça de la violence, mais je ne sais pas comment on appelle ça, quand même. Hein. Puis, enfin, voilà, je dis c'est pas forcément en rapport, mais comme il a évoqué ces genres de guerre, j'en parle aussi, quoi. Ça, c'est sur les 20 dernières années, 30 dernières années, la France est en guerre permanente. J'en parlais des guerres du Golfe, etc., etc. Et puis, il y a les révolutions de couleur. Alors là, on est plus, hein, et on va y venir d'ailleurs, dans l'action par en dessous, ce qu'ils appellent les embargos, les sanctions contre la Russie, etc. Enfin, moi, les sanctions pour la Russie, il faut m'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi il y a des sanctions contre la Russie. Enfin, je comprends très bien de façon politique et économique, hein, mais comme l'histoire du Spoutnik dont je parlais tout à l'heure. Mais sinon, je ne vois pas en quoi il y a des... Enfin, il y a d'autres sujets sur lesquels j'aurais pu parler. Par exemple, que la France a envoyé 20 chars en Estonie, ou en Lettonie, enfin dans un des pays baltes, aux frontières de la Russie. La France a envoyé là, cette semaine, 20 chars. Pourquoi est-ce qu'on envoie des chars? La France envoie des chars aux portes de la Russie. Et généralement, c'est pour faire la guerre. Hein. Ça, si c'est moins violent. Continuons. Après, il y a la violence économique, le nombre de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, qui n'a jamais été aussi important que là. Avec le Covid, on en rajoute, on est je ne sais pas le chiffre, mais c'est vraiment... je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 9 millions, quelque chose comme ça. Enfin, c'est 20% de la population, plus, presque.
avant, en plus, la vie en couple, là pour le coup, pour dire sur avant, là, il y avait beaucoup, les gens étaient quand même en couple et les couples étaient plus stables, la vie était plus facile. Parce que quand on vit à deux, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, je dirais, la vie est plus facile à deux que tout seul. Et avec tous les ménages monoparentaux qui existent aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je vous renvoie notamment à la vidéo sur la France oubliée, hein, donc je mets le lien là-dessus, mais qui illustre ça tout à fait bien. Hein. Où elle dit, si je fais un repas par jour, c'est très bien. Dorothée, qui est serveuse. Voilà la France d'aujourd'hui. Mais si on va plus loin, la violence, elle a pris une autre forme. Ça, c'était la violence, je dirais, au sens traditionnel. Mais ils ont changé leur façon de faire. Ils ont maintenant dans la violence du non-dit. C'est ce qu'ils appellent le soft power. Vous savez, Obama, ils en sont tous baba, parce que justement, c'est l'apôtre du soft power, du pouvoir, ce qu'ils appellent le pouvoir mou, la violence du non-dit. Et on va voir que, voilà, quelque chose qui est terrible, dégueulasse, extrêmement violent. Parce que c'est la violence du mou, mais l'hypocrisie en plus. C'est-à-dire qu'on rajoute de la violence à la violence. Ça s'appelle de la barbarie, hein, en clair. C'est-à-dire, et en même temps, c'est plus destructeur. Parce que quand vous pratiquez ça, c'est destructeur à la fois pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le pratique. Hein, on verra, enfin, je vais le dire en deux mots. En deux mots, quand celui qui a envie de dire merde à quelqu'un, il lui dit merde, bah, ça lui fait du bien. Donc celui qui est l'agresseur, entre guillemets, bah, quelque part, il est soulagé, il a pu s'exprimer. Et puis l'autre, bah, il prend le truc, mais du coup, il le prend cash, il n'y a pas de faux semblant, il sait à quoi s'en tenir. Vous voyez? Alors que si les deux restent à mariner dans leur jus, eh bien ça détruit les deux personnes. Ça, c'est vraiment destructeur. Ce soft power, mais il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. J'emploie le mot parce que ce mot-là, parce qu'il y a, je vois pas, enfin, qui exprime vraiment ce que c'est, il n'y en a pas. C'est ce mot-là, dégueulasse, qui l'exprime. Il n'y en a pas d'autre. Dans le vocabulaire, non, je connais pas. Qui exprime vraiment la profondeur de ce que ça veut dire. La crasse de ce que c'est. Et en plus, ça empêche l'émergence, justement, c'est ce que j'ai écrit là, ça empêche l'émergence, justement, bah, d'une accoutumance à justement un environnement où les rapports sont francs, sont peut-être parfois virils, justement, mais ça empêche le développement d'un système immunitaire, puisque du coup, chacun reste isolé, individualisé dans la violence qu'il a conçue. Et comme il ne peut pas la prouver, puisque c'est du soft power, c'est mou, eh bien, c'est toujours un peu ambigu, c'est jamais franc, c'est jamais très net. Et donc, ça évite de... on ne peut pas s'immuniser contre ça. Le collectif, on ne peut plus faire collectif parce que c'est très difficile, parce qu'on va oh oui, bah, celui-là, il est peut-être un petit peu dingo, ou il a un complexe de persécution, ou tout ce qu'on voudra, vous voyez. Et donc, on crée, en fait, et du coup, parce que si vous créez ça, si vous créez du collectif, c'est aussi le moyen de créer des vraies zones de confort, de réconfort, de la vraie fraternité, où on dit, bah oui, mais moi aussi, j'ai subi ce genre de choses, etc. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à trouver, parce que vous allez, avant d'aller vers des collectifs, vous allez avoir été détruit pendant des mois et des mois et des mois. Et ça, c'est pas d'une extrême violence. Plutôt que de vous avoir dit merde, et puis ça a duré 5 minutes. Vous voyez la différence? C'est bien plus violent. Et c'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Hein. C'est soft power. Ça a un nom tout à fait officiel. Et ils en sont fiers. Non seulement ça, mais ils en sont fiers. Les Biden et compagnie, etc. Ils en sont fiers. Alors, donnons des exemples de ça, justement, de ce soft power. Bah, c'est la mise au placard. Hein. Les gens qui sont mis au placard,
Plutôt que, donc en attendant que la personne démissionne, donc pour pas qu'elle touche des indemnités ou n'importe quoi, plutôt que de dire, bah, si vous avez un employé avec qui, si vous êtes patron, vous avez un employé, vous êtes plus, vous entendez plus, vous pouvez le licencier. Hein. Bah, vous lui dites, tu es viré. C'est plus sain, c'est plus franc, et c'est meilleur pour tout le monde. Moi, je vais vous donner un exemple de ça. Moi, je suis travailleur indépendant. S'il y a une boîte qui n'était plus d'accord avec le job que je fais, ils me disent, bon, bah, tu t'en vas. Bon, bah, ouais, ok, pas de problème. Ou si moi, je suis plus content avec ça, je m'en vais, hop, c'est tout. C'est des rapports nets, francs. Il n'y a pas de... On tortille pas. On tortille pas. Voilà. Ça, c'est des rapports humains normaux. Bien moins délétères que la violence, que cette violence de la mise au placard. Il y a une autre violence aussi. C'est les modèles qu'il faut suivre. Ça, c'est une violence très forte, puisque, vous voyez, ces dégâts réalisés notamment via la chirurgie esthétique, tout ce courant transhumaniste. Il faut s'améliorer, il faut ressembler à Pierre, Paul et à Jacques, en l'occurrence plutôt à des femmes, en l'occurrence, à Pierrette, Paulette et Jacqueline. Mais voilà. Il faut suivre les modèles. Ça, c'est d'une extrême violence, parce que on va toucher à votre intégrité physique. On va dire, ah ben non, t'es pas bien, il faut que tu sois plus performant, il faut que tu sois plus beau, il faut que tu sois plus belle, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Ça touche au plus profond de soi, ça. C'est pas violent, ça? Enfin, c'est... Alors, le bourrage de crâne quotidien. Pendant des années, toujours les mêmes informations qu'on vous ressasse, et à l'école maintenant, hein, avec tout le courant où on nie la culture. Hein. Je parlais de la cancel culture la semaine dernière. Donc, il faut détruire ta culture, faut que ça, c'est pas d'une extrême violence. On vous détruit votre passé. Votre passé, c'est ce qui vous constitue. Et puis, voilà, il y a la bien-pensance, donc il faut bien penser, vous avez une pensée unique. Vous n'avez pas le droit de penser autrement. Si vous pensez autrement, vous êtes stigmatisé. Moi, sur les dernières périodes avant le Covid, il y avait des personnes, si je leur serrais la main, ça les gênait que je leur serre la main. Déjà à l'époque, oui. Parce que non, ils étaient déjà dans l'hygiénisme, etc., dans cette pensée unique, complètement lobotomisée. C'est pas d'une extrême violence. On dit même plus bonjour. On refuse de vous toucher pour vous dire bonjour. Mais c'est quoi ça? Si c'est pas d'une extrême violence, dire bonjour. C'est une violence permanente. Permanente. Un endiguement. Et pire, un autocontrôle. C'est-à-dire que la violence, vous l'exercez vous-même dans votre tête sur vous. Voilà ce que c'est. Alors, là, je citerai forcément Bertolt Brecht, parce que cette phrase, elle est tellement révélatrice. On dit d'un fleuve, emportant tout, qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qu'il l'enserre. Alors, allons encore un petit peu plus loin dans la démarche. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, en fait? En fait, on a diminué la hiérarchie. Hein, dans les entreprises, c'est tout à fait, on a horizontalisé, comme on dit. Donc, quelque part, on dit on a plus de liberté, mais c'est une fausse liberté. Parce que essayer de dire vraiment quelque chose qui remette en cause les fondements du système, vous allez voir que là vous n'avez plus la liberté de le dire. Une liberté qui est simplement individuelle. Essayez de vous organiser, d'être dans le collectif. Vous allez voir si on va vous laisser faire. Vous avez le droit dans le cadre du libertarisme. C'est-à-dire si vous avez envie de vous habiller avec des trucs déchirés, d'avoir un tatouage, de vous faire mettre une bite dans le cul plutôt qu'autre chose. Donc des choses dont personne n'a rien à foutre, qui ne remettent rien en cause. D'écouter telle musique ou telle autre. Tout le monde s'en fout de ça.
Ça n'a aucun impact, à part un impact délétère sur vous, mais à part ça, c'est tout. Ça, cette liberté-là, alors là, vous pouvez l'avoir tant que vous voulez. C'est une fausse liberté. Plus de fausses libertés. Mais beaucoup plus de responsabilité individuelle, parce qu'on vous autodiscipline. Il faut être dans l'autodiscipline. Hein. On vient de l'évoquer. Hein. C'est ça. Plus de liberté appelle plus d'autodiscipline, normalement. Mais encore faut-il que ça se fasse d'une façon harmonieuse. Alors là, c'est pas du tout ça. On est dans une façon délétère. Et donc, en fait, on crée des conditions qui sont plus difficiles à vivre, puisque quelque part, le confort qu'apportait la hiérarchie, ben, on ne l'a plus. Tout vous retombe sur vos épaules, parce que si vous arrive quelque chose, c'est forcément de votre faute. Vous ne pouvez pas dire, bah oui, mais c'est parce que le chef, etc. Ce qui est un aspect confortable. Hein. Alors, y avait-il plus de violence quotidienne par le passé? Ben moi, je dirais oui, sans doute. Finalement, je suis assez d'accord. Au quotidien, il y avait peut-être plus de violence quotidienne au sens traditionnel du terme, en tout cas. Pas au sens du soft power dont on vient d'énumérer justement le caractère vraiment, là, pour le coup, d'une violence absolue, quoi, inouïe. Mais à l'époque, il y avait peut-être plus de violence physique, réelle, l'autre est au moins si réelle, mais du coup, elle était canalisée. Elle était domptée, elle était maîtrisée, elle était circonscrite, elle était limitée. Puisqu'elle s'exprimait, elle avait plus souvent l'occasion de s'exprimer. En d'autres termes, on s'accoutumait, on gérait cette violence. Et donc, du coup, elle était limitée. Elle pouvait monter moins en régime. Que maintenant, on a une plus grande crainte de la violence parce qu'on la connaît moins. On est moins habitué à la violence. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on a perdu cette habitude de rapport viril, de rapport un peu violent, y compris au travers du sport d'ailleurs, hein, et de toutes ces activités physiques qui font toucher les corps, que les corps se touchent. Quand vous êtes derrière une console, vos corps ne se touchent pas, c'est virtuel. Donc vous ne connaissez plus le contact humain, le contact rugueux de l'autre. Et ce qui fait que, comme on a plus de crainte, eh ben ils sont à 10 sur 1. On ne sait pas se battre si on n'est pas à 10 sur 1 contre 1. On ne sait pas se battre si on n'a pas une arme pour se battre, un couteau. Vous voyez l'effet de ça? De ne pas justement avoir de la violence un peu au quotidien. Ça fait partie de la vie, la violence. Il faut le savoir. Peut-être ça peut choquer les oreilles, mais ça fait partie de la vie. Il n'y a pas d'éducation sans un minimum de violence. Il n'y a pas de vie sans un minimum de violence. Vouloir éradiquer la violence, c'est une utopie. C'est vouloir construire une nouvelle fois un homme nouveau, comme l'ont fait hier le communisme et le stalinisme, ou le fascisme d'extrême droite. Eh bien là, le néofascisme d'extrême centre et d'extrême gauche essaye de faire aussi un nouvel homme qui serait non violent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est délétère. Et ça, au contraire, ça aboutit à des violences beaucoup plus grandes. S'ils ont été tués à coups de couteau, c'est pas pour rien. Les gens qui se tuent à coups de couteau dans les temps anciens, auxquels il fait référence, c'était les voyous. C'était vraiment les gens qui étaient dans des gangs. Enfin, les gangs, c'est dans des bandes de malfaiteurs. Parce que nous, il y avait des gens, ils se battaient dans les balles, dans des trucs comme ça. Bon, c'était c'était les explications, voilà, étaient d'homme à homme. Ça aurait été un déshonneur de ne pas se battre d'homme à homme. Là, c'est à 10 contre 1. Sinon, ils ne savent pas se battre. Et du coup, comme c'était d'homme à homme, on savait les limites. Parce qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Parce que tant quand on était gagnant que quand on était perdant. Parce que la prochaine fois, c'était peut-être vous qui allez être le perdant. Donc, il y avait une auto-limitation, une accoutumance et une gestion, quelque part, collective de la violence.
hein. Quand il y avait des bagarres, bah, on allait voir la bagarre qui se passait, etc. Et après, mais bien souvent, c'était les meilleurs amis du monde, c'était les gens qui s'étaient justement un peu bagarrés au départ. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma jeunesse. Donc le phénomène des bandes, etc., des petites bandes, ça a toujours existé. On le verra tout à l'heure avec la guerre des boutons, hein, surtout le livre. Mais voilà. Mais la violence était gérée. La guerre des boutons. On piquait les boutons. C'est symbolique. On avait une certaine violence, mais on était dans la symbolique aussi. Et ça fait partie de l'éducation. Tout simplement. Alors que là, comme on n'éduque plus à la violence, on n'est plus accoutumé à la violence, on passe tout de suite à l'hyper-violence. Parce qu'on a peur, on est dans la crainte, sinon. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on arrive à l'effet complètement inverse de ce qu'on veut. Et ça prépare justement des explosions de violence bien plus terribles. Puisque la pression, elle est contenue. Quand vous contenez la pression dans une cocotte minute, ben, la pression, elle monte. Elle continue de monter. Et il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de soupape de relâchement. Rappelez-vous 2005. 2005, c'est un peu ça aussi. Les émeutes de 2005 dans toute la France. Eh bien ça, c'est par là que le chemin vers la barbarie va nous conduire. On a déjà eu des échantillons. Alors, qu'est-ce qui a disparu? Continuons encore. Qu'est-ce qui a disparu, en fait, par rapport à dire qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant? Eh bien, ce qui a disparu, c'est la franchise, justement. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'hypocrisie. C'est le contraire du soft power. Quand on avait quelque chose à dire, on le disait en face, on le disait directement. C'est une valeur première, la franchise. Hein, on disait, ben, moi je suis franc, et on était fiers d'être franc. Ce n'est pas rien, voilà. On disait ce qu'on avait à dire, et on le disait sans détour. Et ça montre en fait qu'il y a des besoins de l'âme qui sont à remettre en place. Et là, on va arriver justement sur les perspectives, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se sortir de cette situation, pour rebondir. Réinstaurer de la franchise, justement, au travers des besoins de l'âme dont on parle régulièrement. Donc il faut remettre en selle. Mais c'est pas... j'entends déjà, ah oui, c'est un réactionnaire, etc. C'est pas réactionnaire. Les besoins de l'âme, ils sont intemporels. C'est-à-dire, ils ne sont pas du passé, ils sont pas du passé ou du présent. Ils sont là. Ils ont été là hier, ils sont là aujourd'hui, et ils seront là dans 2 siècles. Dans 3 siècles, ça sera les mêmes. Ils sont intemporels. Donc, ce n'est pas une question de réactionnaire ou de pas réactionnaire, de retour vers le passé ou n'importe quoi. Ils sont là tout le temps. C'est une constante, ça s'appelle. Intemporel. Donc, remettre en selle, justement, ces besoins-là. Les besoins de l'âme, les besoins de l'homme. Et donc, c'est en s'appuyant ça, et c'est très précisément ce que propose une perspective la 6ème République. Là, j'ai mis les besoins de l'âme, justement. Et on va voir que quasiment tous, hormis la propriété collective et la propriété privée, tous, en fait, participent à une amélioration de ça. Si on remet en avant ces besoins de l'âme, si on met en avant, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment mis en avant, mais c'est ce qu'on propose justement, c'est justement un nouvel espoir, mais c'est pas l'homme qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on met en avant, c'est pas de construire un homme nouveau. Au contraire, c'est on part des besoins de l'homme tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, tel qu'il est, en arrêtant de se raconter des histoires et de construire des théories, des modèles qui ne correspondent pas à la réalité. Nous, on essaye de partir de la réalité, avec les apports des meilleurs philosophes du XXe siècle et du XXIe siècle. Tout s'applique. L'ordre, le travail, la liberté, bien sûr, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, bien sûr, la hiérarchie, comme on l'a vu, l'honneur, le châtiment, fatalement, la liberté d'opinion, la sécurité, c'est clair, et le risque aussi.
la vérité et le passé, l'éducation. Et au travers de tous ces besoins, je dirais, celui qui me semble, malgré tout, l'emporter et avoir une valeur très importante par rapport à ça, justement, c'est l'honneur. S'attaquer à 2 contre 1, mais c'est une question, mais voilà, je remplis le mot, c'est dégueulasse. Ça ne se fait pas. C'est se violer soi-même, c'est pas se respecter soi-même. Je gagne, je perds, je prends un coup de poing, ok. Je vais pas en mourir. Mais j'ai gardé mon honneur. J'ai gardé la chose la plus importante. Dans tous les cas. Alors pour aller plus loin, on arrive au terme de cette présentation, de cette analyse, hein, de son article qui était plus un point de départ. Eh bien, je vous invite justement à aller visiter comme souvent, mais ces articles sont tellement excellents, et les commentaires aussi sont d'un très bon niveau généralement. Ben justement, il parle un peu de ce sujet, enfin, il parle quand même complètement de ce sujet, la nouvelle guerre des boutons, donc sur le blog de Descartes, donc, où je mets le lien ici, là-haut. Alors, pour finir, je vous dis, sans rancune, avec Philippe Arnaud, j'espère qu'il ne me tiendra pas rigueur de l'avoir pris comme exemple, mais c'était intéressant de voir justement ces décrochages par rapport au réel. On voit bien qu'il y a un modèle qui essaye de s'imposer derrière, mais qui ne correspond pas à la réalité. Et un modèle, c'est jamais qu'un modèle de la réalité. Si le modèle ne correspond pas à la réalité, c'est le modèle qui a tort. C'est jamais la réalité. Donc n'essayons pas de faire coller des modèles à la réalité. Enfin, essayons justement de les corriger pour qu'ils correspondent à la réalité. Mais n'essayons pas de tordre notre vision de la réalité pour les faire correspondre à des idées un peu trop figées. Voilà. Alors, pour finir, hommage, comme à l'accoutumée, à des victimes des barbaries. Et ce soir, de nouveau, on va rendre hommage à ce journaliste qui a été tabassé, Christian Lantenois, à Reims. Et parce qu'il y a des éléments supplémentaires. Donc, on savait déjà que c'était Anaïs Saïb Kaibeb, âgé de 21 ans, membre d'une bande en conflit avec une autre bande, qui a fracassé à de multiples reprises le crâne du photojournaliste Christian Lantenois à Reims. L'auteur principal, donc, avait été condamné 8 fois en 2 ans pour des affaires de vol, de drogue, de violence. C'est un migrant algérien avec une carte de séjour espagnole. 21 ans. Et il y a un second suspect, Abbas Dianka, 21 ans également, a été mis en examen pour non-assistance à personne en péril et participation à un regroupement armé en vue de préparer des violences. Le juge d'instruction n'a pas jugé utile de le placer en détention provisoire. Si vous voulez que ça change, il y a une mesure dans le plan d'urgence que propose une perspective la 6ème République, justement pour remettre de l'ordre en urgence dans la justice. Je vous invite à aller participer à cette consultation parce qu'il est temps de passer à l'initiative. Et là, vous avez un moyen, s'il n'y a qu'une mesure, eh bien, allez sur la consultation pour le plan d'urgence et mettez justement cela, vous avez l'opportunité que cela devienne réalité, rapidement. Inscrivez-vous sur le site Impécisseur, bien sûr, participez à cette communication, commandez, lisez le manifeste, diffusez les cartes autour de vous. Et je terminerai par notre devise, vive la première démocratie,
vive la 6ème République, vive la France. Je vous souhaite un bon week-end. Et une fois de plus, je vous demande solennellement de passer à l'action.